Bonjour à toutes et tous. Voilà, nous avons une vidéo de cours sur le théorème de Gauss. Mais avant de faire cette vidéo, on va faire deux courtes vidéos sur le flux d'un champ de vecteurs et sur un angle, ce que c'est qu'un angle solide. Alors, commençons donc par rappeler ce que c'est qu'un flux de champ de vecteurs. Alors, j'ai commencé par expliquer la notion intuitive de flux. Donc, on va déjà essayer de se faire une image un peu intuitive de la notion de flux. Qu'est-ce que c'est qu'un flux? En gros, lorsque vous avez un champ de vecteurs, ce qu'on veut pouvoir mesurer, c'est si on a une surface, quelle est la quantité de vecteurs, c'est des mots très, c'est pas du tout rigoureux, hein, la quantité de vecteurs qui passent à travers cette surface. Bah, alors, pour illustrer ça, on peut passer à l'image suivante, qui est celle d'une rivière. Je crois que j'avais déjà utilisé cette image. Donc voilà. Imaginons donc qu'on ait une rivière et que cette rivière coule avec les éléments de la rivière, coule avec une vitesse v. La vitesse en question, la vitesse v, n'est pas la même pour tous les points. Ici, vous avez par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une espèce de détecteur imaginaire qui, donc, on a mis au travers de la rivière, et on considère une petite surface élémentaire ds, comme une grille, si vous voulez, à travers laquelle le flux de l'eau va pouvoir passer. Cette surface élémentaire, on va dire qu'elle est perpendiculaire à la vitesse v. Est normale, la vitesse v est normale à la surface en question élémentaire ds. Donc en gros, le détecteur, le gros détecteur, c'est pas vraiment un barrage, c'est un détecteur qu'on a placé là, et il est constitué de milliers, de millions, d'un nombre infini, de petites surfaces infinitésimales, ds, qui laissent passer l'eau. Donc si je me déplace et j'essaye de faire un dessin, alors je vais le faire plutôt sur ici, hein. Donc imaginons qu'on se mette en coupe, c'est-à-dire qu'on va avoir, alors voilà le fond de l'eau, voilà la surface de l'eau, et puis ici, vous avez, je vais le faire en rouge par exemple, non pas en rouge, en noir, vous avez à la surface enfin à l'intérieur de cette eau, vous avez chaque petit morceau, chaque petit élément de volume d'eau. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, par exemple. Ils ont tous, on va supposer ça pour le moment, une certaine vitesse v. Voilà. Je vais supposer que mon détecteur, il est vertical, comme ça. Voilà. Et qui coupe, donc ce détecteur de courant, on le voit en coupe, hein. Le plan du détecteur, il vient perpendiculairement au plan de la feuille, là. Et donc, à un certain endroit, j'ai mon petit élément de volume, petit élément pardon, de surface que je vais appeler ds, qui va être comme ça, en coupe toujours. Voilà. Donc il est perpendiculaire à v. Alors v, je trace une vitesse v correspondant donc à cette position. Et ici, voilà le petit élément de surface ds. Donc, lorsque vous avez, enfin, si on veut calculer quelle est la quantité d'eau qui passe pendant un temps dt à travers cet élément de surface ds. Donc c'est ça qu'on veut calculer. Donc pendant dt, l'élément, alors on va le calculer sous forme d'élément de volume. Donc l'élément de surface, de volume, pardon, dv, qui passe à travers ds.
si je veux calculer cet élément de volume, ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, c'est que je regarde, mais il me semble qu'on l'avait déjà fait, il faut que je regarde quel est quels sont les points correspondant ici les points donc d'eau, les molécules d'eau qui vont finir par arriver en un temps dt jusqu'à la surface ds. Si je considère celui-là et qu'il a une vitesse v, eh ben, il faut qu'il puisse parcourir la longueur qui le sépare donc entre ce point-là et le point qui est ici sur ds, il faut qu'il puisse le parcourir en un temps plus petit que dt. Donc ça veut dire que le point le plus lointain qui va y arriver, eh ben, il va se trouver dans ce rectangle qui est en fait, si je le fais en perspective, hein, si je fais la chose en perspective ici, si j'ai ds comme ça, il va se trouver dans une espèce de cube, enfin de cylindre. Voilà. Il va se trouver quelque part par là. Et il va mettre un temps, donc ici, un temps maximum, la distance, il va mettre un temps maximum dt pour arriver jusqu'à la surface ds. Donc, la surface, enfin la longueur de ce cylindre, ça va être quelque chose qui est v dt, c'est-à-dire la vitesse multipliée par le temps qu'il faut pour aller jusqu'à ds. OK. Et donc, la distance totale, c'est v dt. L'aire de la surface ici, c'est ds. Ici, on a v dt. Et donc, le volume dv, ça va être égal au produit v dt ds. Il me semble qu'on avait déjà fait ce genre de calcul. Donc, si je calcule en faisant ça, donc, si je veux avoir le débit d'eau total, ça va être, enfin, si je veux avoir le volume d'eau total qui passe, puisque les vitesses, vous voyez, sont différentes en différents points de ma barrière. Ici, je vais avoir différents points. Laissez-moi juste les dessiner. Je vais avoir un autre ds ici, je vais avoir un autre ds comme ça, je vais avoir un autre ds, et en fait, tous ces petits éléments vont couvrir l'ensemble de la surface qui est ici. Là, c'est en coupe, mais ça va couvrir l'ensemble de cette surface. Donc, une fois qu'on a compris ça, si on veut calculer le volume total d'eau qui passe, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est faire une intégrale. Hein. Il faut intégrer dv pour toutes les surfaces ds, c'est-à-dire que le volume pendant le temps dt, alors le volume pendant le temps dt, ça va être... Alors, le problème, c'est que ce qu'il faut, c'est que ça, ce dv, vous voyez, il correspond à c'est un infiniment petit qui correspond au produit de deux infiniment petits, dt et ds. Donc, si j'intègre par rapport à ds, par exemple, il va rester un dt. Donc, je suis obligé d'appeler ça toujours dv, parce qu'il reste un dt, c'est un temps infinitésimal. Donc, ça va être l'intégrale sur la surface S. D'accord, ici, c'est la surface S de V d'un point M, enfin V de M, puisque quand j'intègre, vous voyez, l'ensemble des petits morceaux, des petites surfaces élémentaires, de l'aire des petites surfaces élémentaires, et donc chacune de ces surfaces élémentaires, elle a un point central, comme elle est enfin, élémentaire, donc infinitésimale. Donc il faut que j'intègre V de M dt,
que je peux sortir d'ailleurs, ds dt. Voilà. Donc ça, c'est une expression qui est formelle, c'est-à-dire que, bien évidemment, pour que vous puissiez la calculer, il faudrait beaucoup d'informations supplémentaires, il faut qu'on se donne un système de coordonnées, etc. etc. Okay. Donc maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer si le détecteur, il n'est pas vertical, comme ça, il n'est pas donc normal au flux de courant, il n'est pas normal à la vitesse des particules qui composent cette rivière, qui composent l'eau de cette rivière. Imaginons qu'il soit en biais. Donc je refais le dessin, un angle qu'on va appeler alpha avec la verticale. Et donc j'ai un détecteur qui est comme ça, qui a... Ah, voilà, alors, donc je disais, on va imaginer que le détecteur, il est en biais comme ça, avec un certain angle qu'on va appeler alpha, avec la verticale. OK. Et donc là, on a le même problème. Imaginons qu'on ait donc un petit morceau DS. Alors, je ne vais pas refaire le dessin en 3D, hein, mais qu'on a le petit élément DS comme ça. La vitesse des éléments qu'on a à considérer fait que on doit construire un volume élémentaire dV qui est représenté ici. C'est bien un volume, ce n'est pas une surface, mais en 3D, ça donne bien un volume. Et donc ici, on va avoir quelque chose qui fait une longueur V dt. Et, vous voyez, il est un petit peu bizarre parce qu'il est un peu penché. Donc en fait, la question qui se pose, ici j'ai toujours ds. Donc la question qui se pose, c'est si j'ai une surface qui est comme ça, si j'ai une surface, plutôt un volume qui est comme ça, alors je pourrais le dessiner en plus en perspective, je le ferai tout à l'heure, mais quel est le volume de cet ensemble-là? Ici, j'ai... alors, je vais dessiner quand même ds en perspective, là. Donc là, c'est en perspective. Vous voyez, vous avez cette surface ds qui est en fait perpendiculaire à cette surface-là, et donc en perspective, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez l'espèce de cube. Donc la question, c'est, ici, j'ai un angle qui est un angle alpha. Okay. Quel est le volume de cet ensemble-là? Regardons ça. Le volume, donc, la question, c'est quel est, finalement, si on a la longueur qui est la longueur ici, ou plutôt la surface qui est là, la hauteur, cette hauteur-là, enfin, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de prendre cette hauteur-là et de la multiplier par VDT. Si on veut voir un petit peu plus précisément, si je le fais en coupe, donc, je refais mon dessin en coupe. Si je refais mon dessin en coupe et que je le coupe comme ça, vous voyez que si je prends cette partie-là et que je la découpe et que je la mets là, la longueur qui est ici, multipliée par la hauteur qui est là, me donne rigoureusement le même volume que le volume qui est couché un petit peu comme ça. Et donc, le volume total, ici, donc un volume qui va être dV, hein, puisque c'est une petite surface élémentaire ici, infinitésimale ds. Donc ça va être, vous voyez, la hauteur qui est là, ou plutôt la surface que je vais obtenir si je la projette sur cette hauteur, ça va me faire ds cosinus alpha. Hein, je vous rappelle, hein, c'est regardez ce triangle-là, ça fait ds cosinus alpha multiplié par tout simplement la longueur ici qui est v dt. Donc j'ai dit v ds cosinus alpha fois v fois dt. Voilà. Et
maintenant, si on est un petit peu smart, un petit peu intelligent, on veut généraliser ça. Si on veut généraliser ça, ce qu'il faut faire, c'est se demander comment est-ce que ça se comporte du point de vue de l'angle. Et alors, ce qu'on peut imaginer de faire, c'est d'une part de définir, puisqu'on a la vitesse v qui est ici, d'une part de définir le vecteur v, on va supposer qu'il est constant, le vecteur v qui est comme ça, avec ce qu'il faut comme flèche, etc. Et si on définit, vous voyez, le vecteur normal à la surface, qui serait un vecteur n ici, vous voyez que l'angle qui est là, c'est le même que l'angle qui est ici. C'est l'angle alpha. Donc ce vecteur n qui est là, et ce vecteur v, ben le lien qu'il peut y avoir entre les deux et avec cet angle, c'est, regardez, vous avez ici ds, vous avez v, et vous avez cosinus alpha. Donc si je regarde un petit peu cosinus alpha, la longueur de n, c'est 1, enfin la norme de n, c'est 1, et donc si j'écris ds cosinus alpha v, je peux l'écrire comme égal cosinus alpha v, je vais l'écrire comme étant v produit scalaire avec n. Ça, n étant de longueur 1, ça fait norme de v, c'est-à-dire v, ce v qui est ici, norme de n, multiplié par cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire cosinus alpha. Donc en fait, cette expression-là, si j'efface ce qu'il faut ici, cosinus alpha fois n, ça donne v scalaire n directement. Cosinus alpha fois v, ça donne v scalaire n. Donc il faut simplement que je multiplie en plus par ds dt. Et alors, je vais être encore un petit peu plus... Je vais introduire une autre notion qui est n fois ds, c'est ce que je vais appeler le vecteur ds. Donc, on a une expression de dv qui vous dit combien d'éléments sont passés, combien de matière, combien de volume est passé en un temps dt à travers cette surface ds. Et donc, je vais appeler ça, donc, je peux réécrire dv, je peux tout simplement le réécrire comme étant v produit scalaire avec ds fois dt. Et il se trouve que, si vous voulez, vous pouvez définir, vous voyez, si vous divisez tout par dt, si je divise dv par dt, et donc dt par dt, en fait, je le fais venir de l'autre côté de cette équation. Donc dv sur dt, c'est un volume par unité de temps. C'est combien de volume par seconde passe à travers cette surface ds. Eh bien, c'est tout simplement v produit scalaire avec ds. Alors, si on regarde un petit peu maintenant, un peu plus précisément, voilà le schéma que vous avez en cours, que vous avez eu, qui est dans le cours, qui explique un petit peu tout ça, je vous laisse lire. Je reviens sur, maintenant, ce qu'on appelle le flux. Donc, si je reviens maintenant à ce que je vous ai marqué tout à l'heure, V scalaire ds, c'est une quantité qui est importante, c'est ce qu'on va appeler le flux élémentaire. Il est élémentaire dans quel sens? Il est élémentaire dans le sens où c'est le flux qui traverse la surface ds qui est là, ou là, la surface ds qui est infinitésimale. On appelle élémentaire et infinitésimale, pour moi, c'est, je fais souvent un abus de langage. Vous voyez, ici, ce petit schéma-là retrace exactement ce qu'on vient de raconter. Je vais pouvoir définir une quantité qui va me dire combien de ce vecteur, de ce champ de vecteurs, passe à travers la surface ds. Je dis qu'il y a un point M, je définis à travers une surface quelconque, je définis un point qui représente le centre de la surface, donc cette surface ds infinitésimale, élémentaire, autour du point M. Je vais définir la normale à cette surface n, et le vecteur A, alors le vecteur A, c'est en fait mon vecteur V de tout à l'heure, c'est un champ quelconque
c'est peut-être mieux défini ici, vous voyez. Ici, vous avez un ensemble de vecteurs, un champ de vecteurs, et j'ai défini une surface qui est traversée par l'ensemble de tous ces vecteurs, de ce champ de vecteurs. Donc, j'ai cette surface infinitésimale. Cette surface infinitésimale ds, au point M, on définit le champ correspondant, le vecteur vitesse, si vous voulez, ou le vecteur A quelconque. Ça peut être un champ électrique, ça peut être un champ magnétique, ça peut être un champ de vitesse, ça peut être n'importe quoi. Mais défini donc par un champ, c'est une quantité définie par un champ. Ce champ A, eh bien, il est défini au point M sous cette forme-là. Il a une certaine valeur, c'est un certain vecteur. Et ce vecteur, donc, je vais définir une quantité que je vais appeler flux élémentaire, que je vais noter défi, alors infinitésimal, puisque je passe à travers une surface infinitésimale. Donc défi, ça va tout simplement être le vecteur A au point M, quel qu'il soit ce vecteur, encore une fois, champ électrostatique, champ magnétique, etc. Je fais le produit scalaire avec le vecteur normal à la surface, et je multiplie par ds. Le n scalaire ds que vous voyez, c'est en fait le vecteur ds dont on a parlé tout à l'heure. On peut le définir comme un vecteur ds. Donc si je représente j'imagine ce que représente le vecteur ds, imaginez que vous ayez une surface comme ça, qui est un peu en perspective là, et si vous représentez cette surface, le vecteur ds, ça va être un vecteur qui va être normal à la surface et dont la norme représente l'aire de la surface en question. Donc il faut imaginer ce vecteur. Si on veut faire un flux, si on veut calculer un flux, en l'occurrence un flux élémentaire, eh bien, il faut regarder le vecteur A quelconque au point qui nous intéresse, au point ici M, et regarder quel est le produit scalaire entre A et ds. Au point qui correspond à la surface élémentaire ds, surface infinitésimale ds, je fais le produit scalaire entre A et ds. Et donc là, on a, en fonction des différents angles qu'il y a entre ds et A, c'est un truc que j'ai oublié de dire, donc si j'ai l'angle ici, je vais prendre ds et je vais le mettre là. Voilà. Cet angle-là entre les deux, c'est alpha. Donc si j'écris un peu plus précisément, mathématiquement, si j'écris l'expression de A scalaire ds, je vous rappelle, un produit scalaire, c'est la norme de A, de M, au point M toujours, multiplié par la norme de ds, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Je l'ai appelé alpha dans ce cas-là. Et donc, je vais le noter. Tout ça, c'était question de notation. A de M, ds, cosinus alpha. C'est ce genre d'expression qui va nous permettre de faire le calcul du flux élémentaire. Et on va voir après que il faut parfois l'intégrer, il faut très souvent l'intégrer pour avoir le flux total. Par contre, ce qui peut être intéressant ici, c'est de voir qu'on a 3 cas de figure. Imaginez qu'on ait la petite surface ds avec ici ds qui est comme ça. Ici, je vais avoir le vecteur A de façon à ce que l'angle entre les deux alpha, si alpha est inférieur à pi sur 2, à ce moment-là, phi, plutôt dφ, sera positif. Si on est dans une situation où le vecteur ds, il est toujours comme ça, il est toujours normal
à la surface et qu'on a le vecteur A qui est ici, qui va vers le bas, qui va de l'autre côté de ds, et donc alpha est supérieur à pi sur 2, et donc inférieur à pi forcément, à ce moment-là, dφ va être négatif. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un flux négatif. Et si, au contraire, toujours la même surface ds et toujours le même vecteur ds, si au contraire ici vous avez un vecteur DA qui est avec un angle droit ici, donc alpha égale pi sur 2, à ce moment-là, on aura dφ égale 0. Ce que ça veut dire, c'est que dans la première situation, dans cette situation-là, dans cette première situation, on dira que le flux élémentaire dφ est positif. On pourra parler de flux sortant. Je mets des guillemets, encore une fois. Ici, on parlera de flux qui est un flux entrant. Et ici, eh ben, il n'y a pas de flux. Donc là, il n'y a pas de flux. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginez que A, ce soit des vitesses, par exemple, ben, vous voyez bien qu'il n'y a aucune particule, aucune molécule qui correspond à ces vitesses, plutôt dont la vitesse est V ou A. À ce moment-là, votre flux, c'est-à-dire la quantité de vecteurs qui traversent la surface, ben, il n'y en a pas, puisque elle passe de façon tangente à la surface. Donc elles ne vont pas traverser dans un sens ou dans l'autre la surface. Alors, dernier point en ce qui concerne le flux, on va pouvoir écrire maintenant, imaginez que vous ayez une surface, alors je vous la montre, vous avez une surface comme ça qui est ici, voilà. Cette surface, elle est à l'intérieur d'un tout un champ, il va falloir calculer le flux total, si on veut calculer le flux total, ce qu'il va falloir faire, alors je vais essayer de faire un petit dessin. Donc imaginez que vous ayez, je vais essayer de redessiner quelque chose, une surface qui est un peu quelconque. Elle n'est plus infinitésimale du tout. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse à ce moment-là, pour calculer le flux, c'est déjà découper l'ensemble de la surface en petits morceaux comme ça. Il y en a partout, hein, des petits morceaux. Donc ça se découpe en mettant par exemple un système de coordonnées sur la surface. En définissant un système de coordonnées, on va voir des cas particuliers qui peuvent être faciles à calculer, et c'est ce que vous ferez la plupart du temps. Et donc là, imaginons qu'on ait, pour chacun de ces petits morceaux, vous avez des vecteurs qui sont normaux à la surface. Ici, par exemple, c'est le vecteur ds, il sera comme ça. Ici, il sera comme ça. Vecteur ds ici, vecteur ds. Ce sont des vecteurs qui sont normaux à la surface. Alors, il faudrait que je les appelle ds1, ds2, ds3, etc. Mais vous voyez que c'est juste pour montrer ce qu'on est en train de faire. Et donc, l'ensemble du champ de vecteurs, il existe, du champ de vecteurs A, quel qu'il soit, hein, ça peut être un champ électrostatique, un champ magnétique, un champ, etc. Eh bien, il existe partout dans l'espace, et on va le regarder en ces points, au point qu'on a considéré, là. Et pour chacun, il faut qu'on fasse le produit scalaire, c'est-à-dire qu'on regarde ds produit scalaire avec le vecteur A en ce point M, ici. Et donc, si on veut faire le flux, avoir le flux total qui existe pour l'ensemble de la surface S qui est en bleu, là, eh bien, il va falloir qu'on écrive quelque chose du genre. Le flux total, eh ben, c'est la somme, donc l'intégrale sur la surface S, c'est la somme de tous les petits flux élémentaires infinitésimaux qui apparaissent lorsqu'on fait cette opération. Et donc, ça, si maintenant je l'écris mathématiquement, c'est l'intégrale sur S du champ A
de au point M produit scalaire avec ds. Et si vous voyez que là, il va falloir intégrer, alors c'est une intégrale qui est complètement, on peut l'écrire aussi comme ça, c'est une intégrale qui est formelle dans le sens où c'est pas avec les informations que je vous ai données là que vous allez pouvoir faire le calcul complet. On peut l'écrire aussi intégrale de a de m cosinus alpha ds. Vous voyez que à partir de ce moment-là, il faut définir maintenant, ce que c'est que ds. Si vous vous mettez dans un système de coordonnées, par exemple, si vous vous mettez dans un système de coordonnées dx, dy, cartésienne, à ce moment-là, ds deviendra égal à dx, dy, et il faudra expliquer ce que c'est que la valeur de a en fonction de x et de y. Hein, imaginez que vous vouliez faire le flux qui passe à travers un rectangle. Ce qu'on va faire, c'est déterminer, va falloir que je définisse des petits morceaux, des petits rectangles élémentaires qui auront une largeur dx, une hauteur dy, par exemple, ce qui sous-entend que vous avez défini un système d'axes x, y, et que vous avez des vecteurs a, un vecteur a qui peut être par exemple comme ça, qui peut venir vers nous, ou bien vous avez des vecteurs normaux. Alors les vecteurs normaux, eux, ils viendront forcément vers nous. Donc ça, le vecteur n, c'est le vecteur n qui vient vers nous. Bref, c'est le genre de situation dans lequel vous pourrez vous trouver et il faudra calculer le flux à ce moment-là. J'attendrai vos questions pendant le cours.